Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale de leur entreprise un axe majeur de leur croissance, de leur développement. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Vous êtes toujours partenaire de l'émission avec le site Ecopo, c'est ça? Absolument, fondatrice d'Ecopo.fr, site dédié à l'économie responsable. Toutes les entreprises engagées y sont, allez-y. Et, je vous y encourage. Et on les retrouve aussi on les retrouve souvent, également régulièrement dans l'émission. Alors justement, au sommaire aujourd'hui, l'invité de Smart Impact, c'est Florent Carbonneau, le PDG de Culligan France. Il nous présentera son nouveau purificateur d'eau et puis sa politique RSE évidemment. Notre débat RSE du jour porte sur la publicité. Est-elle en train de se réinventer? Est-elle en retard sur les enjeux de transition écologique de notre société? Nous verrons ça avec nos deux invités du jour. Et puis dans Smart Ideas, Pierre-Édouard Robert, c'est le fondateur de Magic Palette, une plateforme collaborative d'échange de palettes en Europe. Vous verrez de l'eau, de la pub, de la logistique, 3 secteurs, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact. Bonjour Florent Carbonneau, bienvenue. Bonjour Thomas, bonjour Émilie. Vous êtes donc le PDG de Culligan pour la France, la Belgique et la Suisse. Culligan, c'est une entreprise américaine créée en 1936, installée en France en 1960. Et donc votre métier, c'est l'eau. Ben oui. Et moi j'aimerais partager un chiffre en démarrant. Vous savez, en France, dans notre beau pays, on a de l'eau parfaitement potable au robinet. Et pourtant, il y a 9 milliards de bouteilles en plastique qui sont consommées par an. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est des purificateurs d'eau chez les particuliers pour consommer de l'eau de qualité sans bouteilles en plastique. On fait la même chose dans les entreprises avec des fontaines et puis aussi des adoucisseurs d'eau pour se débarrasser du calcaire dans la maison. Et alors, on peut encore progresser dans ce domaine des adoucisseurs d'eau, parce qu'on ne va pas remonter à l'origine de l'entreprise. Culligan, c'est le nom du créateur. On est aux États-Unis dans les années 30, c'est ça? Qu'est-ce qu'il invente? 1936. Ouais. 1936, Emmett Culligan, en jouant avec une boîte à café, et avec du zéolite, une matière naturelle, il filtre l'eau et il se rend compte qu'il peut débarrasser les maisons du calcaire. Et après, il va prendre son costume, ses chaussures à l'américaine, porte à porte, et il va aller prêcher la bonne parole et présenter ses produits. Alors, qu'est-ce que vous enlevez justement? Oui, vous enlevez du calcaire. Qu'est-ce que vos filtres enlèvent? Alors, l'adoucisseur d'eau, il enlève le calcaire. Et en enlevant le calcaire, il vous permet d'éviter de la surconsommation énergétique. Parce qu'un ballon d'eau chaude en tartrée, c'est plus de 20% de surconsommation énergétique. Il vous permet aussi de consommer moins de shampoing et de produits lessiviels, parce que le calcaire neutralise ces produits. Donc c'est uniquement sur le calcaire, parce qu'on pourrait se dire un purificateur d'eau, ça peut enlever d'autres choses, mais non, pas besoin, puisque l'eau est potable. Ça, c'est les adoucisseurs, et puis après, on a des filtres, des purificateurs d'eau qui s'installent sous évier et qui permettent d'enlever le chlore, le goût du chlore, les pesticides et les résidus médicamenteux et évidemment les bouteilles en plastique. Mais donc ça veut dire que vous recherchez encore, il y a un budget recherche et développement chez Culligan, vous inventez encore de nouveaux systèmes? On vient de lancer un nouveau produit, il s'appelle Culligan Intense. Ça fait 3 ans qu'on y travaille avec nos partenaires fournisseurs à l'intérieur du groupe. Et effectivement, nos filtres, nos osmoseurs, à l'origine, ils prenaient pas mal de place sous évier. Là, on a rendu ce filtre ultra compact pour le rendre accessible à tous dans nos maisons, dans les appartements. C'est ce que vous avez avec vous là? Alors voilà, ça c'est le click and drink. Le click and drink. Avant, pour nos osmoseurs, on faisait un trou dans le plan de travail, on mettait un deuxième robinet. Maintenant, on a le click and drink, on l'allume et l'eau Culligan est dérivée et arrive dans votre propre robinet. Donc c'est pareil, on peut le mettre partout. Alors moi, je suis un consommateur d'eau du robinet. J'achète plus de bouteilles plastiques depuis longtemps. Bravo Thomas. Oui, mais je vais être très honnête avec vous, je ne suis pas convaincu. Je me dis, l'eau du robinet, elle est elle est contrôlée, elle est saine. À quoi ça sert de rajouter un produit comme ça? Essayez de me convaincre, tiens. Avec plaisir. Mais vous, ça va être compliqué parce que vous êtes sensible à l'environnement. Mais il y a 40% des Français qui consomment de l'eau en bouteille. Pourquoi, votre avis? 40%. Parce qu'eux, ils n'ont peut-être pas forcément confiance dans l'eau du robinet, parce qu'ils n'aiment pas le goût du chlore. Mais il y a d'autres alternatives. On peut faire mieux que ça, que consommer toutes ces bouteilles en plastique. Vous savez, une bouteille sur 2 n'est pas recyclée et finit dans les océans. Ou alors parce qu'ils boivent de l'eau pétillante, c'est ça?
Ou alors ils boivent de l'eau pétillante. Oui, c'est un autre sujet. Mais on pourra est faire dans un le débat, thème, si vous voulez, Thomas. sur l'eau pétillante. Je vais donner quelques chiffres sur Culligan en France. C'est plus de 1200 salariés répartis dans 70 agences et un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros. Est-ce que vous avez évalué l'impact? Parce qu'effectivement, vous nous dites que c'est moins de plastique, moins de transport aussi de travailler comme ça et de mettre en avant l'eau du robinet. Ouais, c'est moins de transport. Par exemple, nos fontaines bonbonnes, dans les entreprises, on les a converties en fontaines réseau. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une fontaine avec une bonbonne d'eau, maintenant, on branche une nouvelle fontaine sur l'arrivée d'eau et on filtre cette arrivée d'eau. Et ça veut dire concrètement qu'au lieu d'aller 10 fois par an vendre des bonbonnes à nos clients, on va 2 fois par an entretenir leur matériel. Donc pas besoin de les changer, effectivement. En quoi sont faites ces... Du coup, c'est pas des bonbonnes, c'est des... Ah non, c'est simplement une fontaine, un mini frigo avec un filtre à l'intérieur qui vous permet d'avoir de l'eau de grande qualité, fraîche et sans plastique. Et qui sont vos clients, du coup? Et nos clients sont les entreprises. Oui. Les entreprises comme vous, par exemple. J'ai vu que vous aviez des fontaines à l'entrée. Il va falloir les convertir, les fontaines bonbonnes. C'est pas une nouvelle idée. Il faut que je revienne. Avec laquelle je remplis ma gourde, elle était vide tout à l'heure. On Bref, avait envie de savoir, oui, c'est passionnant ce que je suis en train de raconter sur les coulisses de Bismarck. La crise sanitaire, comment vous a-t-elle impacté, du coup? La crise sanitaire, on l'a vécue en fait comme un voileux sur son bateau qui fait face à une tempête. Donc on s'est dit, d'abord on protège l'équipage, ensuite on protège le bateau. Il faut dire que le gouvernement français nous a bien aidés parce que, évidemment, pendant le confinement, on n'a pas pu travailler. Donc merci pour ces aides. Et puis après, on a dit, il faut qu'on renvoie fort. Après, quand tout repartira, il faut qu'on soit énergique, enthousiaste. Et là, on a créé un plan et on a dit, on forme nos commerciaux pour vendre à distance. On loue nos produits, parce que si on travaille à distance, ce sera peut-être plus compliqué de les vendre. Ben, on va louer nos produits. Et le troisième, c'est le lancement du Culligan Intense, qui nous permet d'aller dans les appartements des grandes villes. Mais je reviens sur la crise sanitaire et ces bonbonnes, là, parce que c'est vrai que moi, j'ai vu des entreprises les condamner. Ouais. À la fin du confinement, quand tout le monde est revenu au bureau, en se disant bah oui, mais c'est peut-être pas très sain parce qu'on va mettre plusieurs gobelets sous cette bonbonne, on ne sait pas qui les touche, etc. Ça vous a impacté, ça? Mais pas vraiment, parce que nos fontaines bonbonnes, on les a converties en fontaines réseau. Ouais. Donc on n'a pas, par exemple, d'eau qui stagne dans des bonbonnes pendant des semaines. Nos fontaines sont des fontaines réseau. Vous n'avez pas lancé de fontaines? Et puis on a lancé des fontaines sans contact. On vient de commencer le lancement depuis un mois à peu près. Les premières fontaines sans contact, donc vous n'avez plus besoin de toucher la fontaine, vous passez votre doigt juste à côté et ça permet de... Vous avez une politique sociale, je crois, assez engagée également. Vous avez une politique d'ascenseur social, vous me disiez, juste avant de commencer. Moi, je suis très fier de notre culture chez Culligan et c'est ancré. C'est pas quelque chose qu'on fait depuis 2 ans, c'est vraiment ancré. Si vous voulez, on donne notre chance à tous. Sans regarder l'origine de la personne ou le diplôme. On recrute souvent sans CV. On aime recruter des fois des gens qui ont une revanche à prendre sur la vie ou qui sont dans un échec professionnel. Et la plupart de nos managers régionaux, ils ont commencé comme commercial, technicien ou assistante. Et on leur donne une chance. S'ils manquent un peu de niveau d'études, on les renvoie à l'école où on investit dans du coaching. Et ça crée un engagement très, très authentique chez Culligan. Vous veillez aussi de la part de nos femmes et hommes de Culligan. Justement, oui, vous veillez à la parité, au handicap, à des... On veille pas forcément à la parité ou au handicap spécifiquement, on veille à donner la chance à tous. Voilà. Quelqu'un qui a de l'envie et qui a du talent, on s'assure qu'il progresse chez Culligan. Et sur 20 directeurs régionaux, il y en a 15 qui sont issus de l'école Culligan, c'est-à-dire qu'ils ont été promus 2 ou 3 fois dans leur carrière chez Culligan. Quand vous dites l'école Culligan, c'est une expression ou il y a vraiment une école d'une certaine façon que vous dites, on renvoie les gens à l'école? Non, c'est notre ADN, mais par exemple, pour Patricia et Christelle, qui étaient assistantes de service au début, elles ont voulu progresser, on les a envoyées à l'IAE d'Aix-en-Provence faire un master du service. Et aujourd'hui, elles sont directrices du service à Lyon et à Avignon. Alors on parle de l'eau comme ressource rare. Est-ce que vous avez un engagement sociétal pour préserver cette ressource? On a un nouvel engagement. C'est un partenariat avec 1001 Fontaines. On a rencontré les responsables de 1001 Fontaines et on a eu un véritable coup de cœur pour ces 2 femmes qui, en fait, apportent de l'eau potable aux enfants au Cambodge. Et il faut savoir qu'en 2020, il y a un enfant qui meurt toutes les 90 secondes
parce qu'il n'a pas accès à l'eau potable. Et donc nous, on a dit, on va vous aider. Et à chaque fois qu'on va accueillir un nouveau client chez Culligan, eh bien, on va parrainer un enfant. Et grâce à ce nouveau client, cet enfant aura de l'eau potable pendant 1 an. Donc on a lancé ça au mois de septembre. Au mois de septembre, on a parrainé 2240 enfants. Et notre objectif pour 2021, c'est 25 000 enfants. C'est une façon aussi de faire notre part pour la planète et de rendre ce monde un peu plus doux. Quand vous dites un nouveau client, ça veut dire que si vous m'avez convaincu, je ne suis pas encore sûr, et que j'achète votre nouveau purificateur, il y aura une partie du prix d'achat qui sera reversée à cette association ? C'est ça. On parraine et à chaque client, on fait un don à l'association qui va, elle, l'utiliser au Cambodge pour donner de l'eau potable aux enfants. Faire sa part comme ce petit colibri qui est sur cette gourde. Qu'est-ce que c'est que cette gourde ? C'est cette idée que quand, au lieu d'utiliser, vous savez, une famille de 4 personnes, c'est plus de 1000 bouteilles en plastique par an. Voilà. Si vous mettez le Culligan Intense dans votre cuisine, Thomas, par exemple, vous n'allez plus utiliser de bouteilles en plastique. Nous, l'impact de Culligan, c'est 130 millions de bouteilles en plastique non consommées, non produites par an. C'est à la fois gigantesque et c'est un tout petite goutte d'eau par rapport aux défis qu'on a sur Oui, mais notre c'est planète. possible, mais c'est possible aussi sans vos produits. L'eau du robinet, elle est potable. Mais c'est possible sans nos produits. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les 40% des gens qui achètent de l'eau en bouteille, ils pensent à nos produits comme une alternative, certains en tout cas. Alors, il nous reste un peu moins d'1 minute, mais vous avez dit quelque chose tout à l'heure, je voudrais y revenir rapidement, parce que vous êtes un observatoire aussi, d'une certaine façon, des politiques économiques. Quand c'est une entreprise aussi internationale que la vôtre, vous dites que la France nous a particulièrement aidés face à la crise sanitaire. Ce n'est pas forcément vrai partout ailleurs. Non, c'est pas forcément vrai. Aux États-Unis, on a mis des gens au chômage parce qu'il n'y avait pas les aides de l'État. En Italie, qui est un grand pays pour Culligan, on avait des aides beaucoup moins conséquentes. Et donc là, il y a un aspect social qui est très dur pour les salariés. Voilà, et il faut le rappeler régulièrement parce qu'on a tendance à l'oublier. Merci beaucoup, Florent Carbonneau. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat sur la publicité. On en parlait déjà hier dans cette émission. On va aller plus loin. Outil de surconsommation ou alors de transformation de notre société. La publicité est-elle en train de se réinventer ? C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, 2 invités. Carole Brosina, directrice du développement durable de JC Deco. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Thomas Parouti, fondateur et président de l'agence Mieux. Bonjour à tous les deux. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Thomas Parouti, on commence avec vous parce que vous êtes l'auteur d'une tribune avec 52 autres co-signataires, personnalités de la communication. Une tribune parue la semaine dernière dans Le Monde et CB News. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce militantisme pour une pub éthique ? Ouais, effectivement. En fait, ce qui se passe en ce moment dans la publicité, c'est qu'il y a une vraie crise. Il y a un sujet sur le rapport aux gens et aux femmes dont on pourra peut-être parler, mais il y a aussi le rapport à la planète. Et il s'avère qu'aujourd'hui, l'organisation principale de la publicité, l'association des agences conseils, milite pour refuser l'interdiction qui est en train d'émerger, notamment dans le projet de loi Pompili, le 3256, où elle commence à évoquer une possible interdiction de publicité pour certains secteurs d'activité qui seraient considérés comme trop polluants ou trop sucrés, ou pour interdire les avions publicitaires, vous savez, sur les plages. J'en ai encore vu un cet été. Voilà, donc ça c'est le projet de loi Pompili. Et donc les grandes agences qui ont des budgets avec des produits polluants, des produits sucrés, etc., font bloc et vont à l'encontre de ce qui a émergé, notamment lors de la convention climat. Donc là, vous voulez dire qu'il y a une scission entre les acteurs de la communication et de la publicité en ce moment ? Il y a une rupture entre des grands acteurs traditionnels qui sont encore en train de résister et les 52 signataires qui sont plutôt des gens qui sont dans des petites agences, qui sont sur des dynamiques où ils veulent participer à l'accélération de la transition écologique et solidaire grâce à la communication. Voilà, donc il y a plein d'agences qui sont impliquées, motivées sur les sujets RSE, sur la transition, qui veulent mettre leur seul savoir, qui est la communication,
au service de cette transition. Et il y en a d'autres qui sont en train de résister. Donc voilà, il y a eu cette tribune qui fait partie de nombreux coups de gueule qu'il y a en ce moment dans le monde de la communication et des agences. On va évidemment continuer d'en débattre, rentrer un peu dans les détails. Peut-être par exemple, on pourra parler de la publicité pour les SUV, les 4x4. C'est quoi la bonne stratégie? L'interdiction ou alors une limitation régulière, on va dire ça comme ça. Mais je voudrais qu'on prenne l'exemple de votre entreprise, Jean-Claude Decaux. Vous touchez une audience quotidienne potentielle de plus de 890 millions de personnes dans le monde. Ça, c'est vraiment un chiffre impressionnant. Et c'est aussi une façon d'évaluer votre responsabilité. Absolument. On dit souvent, en tout cas chez nous en interne, à grande influence, grande responsabilité. Et en effet, quand on touche autant de personnes par jour, on se doit d'agir de façon responsable. En premier lieu, nous, on est donc un média de la communication extérieure, c'est-à-dire que donc on s'affiche publiquement dans l'espace public. Donc on a une responsabilité publique. Dans tous les pays dans lesquels on opère, la première responsabilité, c'est de répondre et de appliquer les principes de la réglementation. Donc on affiche déjà que ce qui est possible d'afficher. En France, par exemple, après on va soumettre entre guillemets les campagnes à ce qu'on appelle la RPP, donc l'autorégulation de la publicité. Et il faut savoir qu'en France, mais dans d'autres pays à travers le monde, on s'est rajouté en tout cas une exigence en interne, c'est-à-dire qu'on a un comité de déontologie de l'affichage, un code de déontologie. Donc quand un visuel passe la réglementation, passe le filtre de la RPP par exemple en France, mais nous semble sensible, pouvant heurter la sensibilité du public ou environnementale ou sociale d'ailleurs, on réunit ce comité et rien qu'en France, c'est à peu près 1800 visuels qui sont en tout cas challengés chaque année. Et donc on va demander à l'annonceur, on va demander à l'agence qui est initiateur de cette campagne de retravailler le visuel parce qu'il ne va pas effectivement nous permettre, nous, d'assumer pleinement la responsabilité d'afficher. Donc j'entends que vous allez au-delà finalement de la législation, même en France, mais est-ce que vous pourriez aller, parce que ça rejoint ce que disait Thomas Parouti, jusqu'à refuser une campagne de publicité pour une activité polluante ? Aujourd'hui, notre position, c'est on ne peut pas être censeur. Encore une fois, il est compliqué de pouvoir refuser une campagne alors que par ailleurs le produit est autorisé légalement et que sa commercialisation est légale, son affichage est légal. L'alcool, par exemple, a été clairement réglementé. Aujourd'hui, on est tous soumis à ces principes-là. Nous, on est plutôt dans une posture d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on en a conscience, et Thomas en parlait, tous les acteurs aujourd'hui de la chaîne doivent se transformer, assumer leurs responsabilités. Nous, on se doit d'être à la hauteur de la confiance que nous font nos clients, annonceurs et villes au quotidien. Donc on a mis un certain nombre de programmes en place en interne pour sensibiliser, éduquer, j'ai envie de dire, accompagner la transformation de l'ensemble des éléments, des acteurs qui font la chaîne de valeur et donc qui créent le contenu publicitaire. Thomas Parouti, Carole Brosina vient de parler de la ACC, Autorité de régulation professionnelle de la publicité. Il y a également, vous avez parlé de l'AACC, Association des agences conseils en communication. Beaucoup contestent ces organisations, appellent à quitter, d'ailleurs vous-même appelé à quitter l'AACC. L'association environnementale France Nature Environnement aussi est partie de la RPP après 12 ans de collaboration. Ça veut dire quoi? RPP, ça suffit plus? Moi, je trouve que la RPP ne sert pas à grand-chose quand même. On voit encore tous les jours sur les murs à la télé ou sur le web des campagnes qui ne respectent pas la loi. Là, récemment, il y a une marque de scooter qui dénigre les transports en commun pour dire prenez le scooter plutôt que le bus et les abribus mobilier urbain de JC Decaux. Il y a une campagne en ce moment aussi qui présente Daddy comme une marque qui est issue du végétal, donc on a l'impression que le sucre c'est un légume. Voilà, il y a encore plein de problèmes de greenwashing, la RPP ne fait pas le boulot du tout. Voilà. Donc il faut faire quoi alors? Et après, ensuite sur l'association professionnelle, en fait il y a à peu près 15 000 agences en France, il y en a 200 qui sont représentées, enfin qui sont adhérentes de la ACC. Nous on l'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ces principes de la ACC et donc en fait c'est plutôt des agences qui essaient de résister. Il s'avère qu'en plus en ce moment il y a des scandales. Je crois qu'il y a un vrai problème culturel en ce moment en agence. Les publicitaires ont cru qu'ils étaient omnipotents, que grâce à leur savoir, à leur créativité, à leur imagination et les belles campagnes de pub qu'ils pouvaient faire, ils avaient tous les pouvoirs, que c'est eux qui influençaient la communication, la consommation, la politique, enfin tout ce qu'on veut. Oui, notre imaginaire. Ouais, évidemment, et notre imaginaire, notre culture. Et en fait, il y a des gens qui ont un peu dérapé, à la fois dans leur rapport aux gens. Oui, le président vient de démissionner de la ACC pour des mises en cause de harcèlement. Il y a d'autres problèmes dans d'autres agences qui ont été évoquées notamment sur Instagram par Balance Ton Agency. Donc il y a un problème de rapport aux femmes
notamment de certains patrons. Ok, il y a un il y a un problème de rapport à l'environnement, c'est-à-dire on fait une campagne de pub, on va partir en Afrique du Sud ou en Argentine et le bilan carbone, on s'en fout complètement. Voilà. Et de la même façon, dans les messages qu'on envoie, quand on voit une pub de parfum où on est obligé de mettre 5 ou 6 femmes à poil à la fin de la publicité pour montrer que le mec il est hyper fort et que son parfum est vachement bien. Il y a un problème culturel, donc il faut absolument travailler sur la sensibilisation, l'éducation. Il faut que les patrons et tout le monde soient exemplaires. Il faut qu'il y ait des notions un peu peut-être vieillottes comme la morale, le respect qui reviennent un peu. Mais le monde de la pub est un peu parti en vrille. Ouais. Et il y a des gens qui parlent de ce sujet-là depuis 10 ans et qui ne sont pas assez écoutés. Il y a des petites agences en province qui ont parlé de ça il y a 10 ans et qui ne sont pas fait écouter. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'interdiction, Carole Brosina? Et je reprends l'exemple par exemple des publicités pour les gros 4x4, les SUV. Je ne crois pas. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont en transformation. Je suis directrice développement durable. Toutes les boîtes, aujourd'hui, toutes les entreprises ont une direction de développement durable, ont effectivement une stratégie de transformation. Faire une transition brutale, ça ne s'appelle pas une transition. Donc il faut accompagner cette transition, effectivement, et je pense qu'il faut avoir peut-être des mesures coercitives, il faut avoir des mesures d'encouragement, il faut avoir des mesures qui vont inciter au changement, mais interdire pour interdire, je ne suis pas sûre que ça réponde à l'enjeu qu'est la nôtre. Une entreprise, on le sait bien, elle a besoin de temps pour se transformer, elle a besoin d'investissement pour transformer un outil industriel, pour transformer son produit, sa marque. Aujourd'hui, on a des études comme Meaningful Brands qui est publiée par Havas chaque année, qui montre que 77% des marques pourraient disparaître dans l'indifférence générale. Quand vous êtes face à un chiffre comme ça, une marque ne peut que se transformer. Maintenant, il faut juste leur donner le temps de transformer leur outil industriel, leurs produits, leurs services, même si l'urgence écologique, elle est là, et on agit tous à notre échelle. Mais la transformation brutale... Ouais. On peut entendre ça, c'est ce que disait Julien Carrette, le patron de Davas Paris hier, qui était notre invité. Il disait, si on interdit ces publicités, on prive aussi les marques d'une partie de rentrée financière qui leur permettent de travailler leur transition vers des modèles plus vertueux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Voilà. Oui, est-ce que la révolution peut être douce, en fait? C'est un peu ça. Et de toute façon, en l'occurrence, la loi Pompili, enfin le projet de loi Pompili, prévoit d'arrêter, pas tout de suite, mais en 2022, la publicité sur les SUV de plus de 138 grammes au kilomètre. Donc, en dessous de 138 grammes, il y a plein de SUV, donc on va continuer à avoir des SUV, de voir des SUV à la publicité. Mais il y a 50 ans, je pourrais vous ressortir des vieilles pubs de Camel qui faisaient de la pub à la télé avec un médecin qui disait Camel est une meilleure marque de cigarettes que les autres. On a décidé d'arrêter. Je pense que aujourd'hui, on est tous d'accord pour ça. Est-ce que dans 10 ans, on se dira putain, en 2020, on faisait encore de la publicité pour les SUV, des produits. Il faut une transition, mais en l'occurrence, c'est ce qui est prévu. Il faut une transition pour petit à petit arrêter de montrer, de créer cet imaginaire où en fait, tout le monde, grâce à la richesse, peut gagner, peut montrer, peut rouler en SUV. Je pense qu'il faut qu'on soit les premiers acteurs. Nous, on a une force extraordinaire qui s'appelle la communication, qui peut accélérer la transition. Donc il faut embarquer l'économie, le monde de la consommation vers cette transition et vers des produits plus responsables. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Débat passionnant. On aura le temps d'y revenir et l'occasion d'y revenir, j'en suis convaincu. Tout de suite, c'est Smart Ideas, logistique et palette au menu. Smart Ideas, la bonne idée du jour avec Pierre-Édouard Robert, le fondateur de Magic Palette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Quand avez-vous créé votre entreprise et sur quelle idée de départ? Idée simple, j'adore les idées simples. Alors, Magic Palette a été créé il y a un peu moins de 2 ans. On s'est lancé en janvier 2019. Et pourquoi on l'a créé? Eh bien, en fait, il faut juste se pencher sur quelques chiffres. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 10 milliards de palettes en circulation, au moment où on parle. 10 milliards de palettes. La majorité des choses que vous consommez, la majorité des choses qui sont dans vos maisons ont été transportées sur des palettes. Une partie importante de ces palettes sont des palettes réutilisables, et c'est tant mieux. Mais qui dit réutilisable dit aussi redéplacement de ces palettes vides après utilisation sur des nouveaux lieux d'expédition. Et ces repositionnements aujourd'hui génèrent beaucoup de transports, notamment en camion poids lourd. Là, en Europe, c'est des centaines de milliers de trajets en camion poids lourd qui sillonnent les routes avec uniquement des palettes vides à l'intérieur. Donc moi, mon questionnement a été de dire, attendez, mais ces palettes, elles sont standardisées, elles sont interchangeables, elles sont indifférenciées. Pourquoi on continue individuellement, nous, entreprises, à transporter des palettes vides, alors qu'on pourrait tout simplement s'entraider, vu que ces palettes sont partout sur le territoire, et en fait se faire des échanges locaux. Moi, industriel à Toulouse, au lieu de rapatrier des palettes de Nantes, par exemple, sur mon usine, pourquoi je ne vais pas en récupérer chez mon voisin ?
et céder celle que j'ai laissée à Nantes à quelqu'un qui en a besoin à Nantes. Donc c'est quoi? C'est une plateforme d'échange de palettes? Exactement, c'est une plateforme, c'est une application web qui ressemble un petit peu à un Blablacar ou un Airbnb dans la forme et qui va proposer à tous les acteurs de la supply chain, donc des distributeurs comme des Carrefour, des Leroy Merlin, des Système U avec qui on travaille beaucoup, des industriels, également des transporteurs routiers allant de l'artisan, de la TPE à la multinationale type XPO, et du coup qui vont sur cette plateforme-là partager leur lieu de besoin, mais également leur disponibilité. Et il y a un algorithme temps réel qui va comparer en permanence les différents profils des entreprises et leur proposer des échanges locaux de palettes à 1, 2, 3, N entreprises, limitant un maximum les déplacements en camion. Voilà, c'est ça. Vous allégez du coup doublement la planète, donc d'abord sur les transports et puis ensuite avec cette logique d'économie circulaire et non pas linéaire qui permet de produire moins de palettes et donc de faire baisser la pression sur les forêts, c'est ça ? Oui. Puisque les palettes sont évidemment faites en bois, on ne l'a pas dit, mais... Exactement, exactement. Ouais. Au bout, c'est ça notre métier. Nous, dans nos bureaux, on a des écrans géants, on suit 2 indicateurs. La quantité de CO2 qui n'ont pas été émis grâce à la suppression des trajets camions et les arbres qu'on a sauvés. Alors là, vous en êtes où d'ailleurs, vos chiffres? Alors là, le chiffre qui est assez évident aujourd'hui, qu'on suit vraiment en temps réel, c'est la quantité de kilos de CO2 qui n'ont pas été évités. On est à 620 000 kilos de CO2, donc 620 tonnes de CO2. Les arbres, c'est un petit peu plus compliqué. On sait qu'on a un impact, typiquement parce qu'on donne plusieurs vies aux palettes d'occasion. Donc ça veut dire moins de rachats, moins de sillage et moins de déforestation, effectivement. Alors, vous êtes là aussi parce que l'actualité de Magic Palette, c'est que vous venez de lever 2 500 000 € pour vous développer. Vous allez en faire quoi de cet argent? C'est quoi l'idée? Alors, il y a 3 objectifs. Le premier, c'est accélérer notre déploiement. Aujourd'hui, on a une communauté de 160 entreprises, vraiment de tailles diverses et variées, qui s'entraident sur cette problématique-là. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. C'est déjà un seuil intéressant, parce qu'on génère énormément d'économies de CO2 et d'argent aussi. Mais il faut qu'on aille plus loin. En France, rien qu'en France, c'est des dizaines de milliers de membres qui doivent rejoindre cette plateforme pour le bien de tout le monde. Et à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, on est sur des centaines de milliers de membres potentiels. Donc, il faut des bras, il faut des ressources, il faut des outils aussi. Le deuxième axe, c'est la technologie. Aujourd'hui, on a développé une brique qui fait économiser déjà beaucoup d'argent et de CO2 à tous ces acteurs-là, mais c'est qu'une brique parmi d'autres. On est déjà en train de travailler sur des nouvelles fonctionnalités à création de valeur, notamment pour tous ces acteurs de la supply chain, et on les co-conçoit avec eux d'ailleurs. Donc le produit en 2, et en 3, c'est l'international. Aujourd'hui, on est en France, demain on est en Europe, et après-demain on est dans le monde entier, et on plante un premier drapeau l'année prochaine avec la Pologne et le Pays-Bas. Vous êtes combien pour le moment chez Magic Planet? On est 20. On est passé de 5 à 20 en 2 mois. Là. Ouais. Ah oui, 5 à 20, c'est bien. pas mal. C'est aussi lié Et vos engagements à ce du coup développement. sociaux, sociétaux, est-ce que vous avez commencé sur ces chantiers? Parce que vous êtes très axé environnement pour le moment. Oui, on est très axé environnement, c'est vraiment notre étoile de berger, c'est ce qu'on suit au jour le jour. Après, bien sûr, on développe aussi beaucoup de valeurs d'entreprise, c'est notamment au démarrage d'une entreprise, c'est bien de créer cet ADN-là. Effectivement, on met aussi beaucoup de valeurs éthiques et sociales dans l'entreprise. Il y a une question qu'on a oublié de vous poser. Vous gagnez comment votre vie? Ils sont abonnés, ils payent pour s'abonner, les entreprises? C'est des packs, en fait, c'est des packs prépayés. Les Magic Pack. Magic Pack, allant en fait de la gratuité pour les artisans, les TPE. On a décidé de les aider gratuitement, et notamment parce qu'à leur échelle, finalement, c'est encore plus douloureux pour eux comme problème. Et puis le contexte actuel fait que du coup, eux souffrent en premier, donc du gratuit pour eux. Donc on leur fait économiser de l'argent et du CO2. Et après, des packs vraiment alignés sur les différentes tailles, les différents enjeux, volumes, palettes de nos entreprises. Donc ça va être un pack 10 000 palettes, des packs 50 000, jusqu'à 200 000 palettes, notamment pour les gros de l'industrie et de la distribution. Et leur abonnement dépend de la quantité de palettes que vous allez leur faire économiser. Ils consomment le pack au fil de l'eau jusqu'à arriver au bout, et après ils en reprennent un autre, plus gros, si on a fait notre boulot. On a compris le modèle économique. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre-Edouard Robert. Bon Merci vent beaucoup. à Magic Palette. Bon développement grâce à cette levée de fonds. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis pas à demain. Eh ben non, je ne serai pas là, Thomas. Bah oui, parce qu'il faut prendre quelques jours de repos. C'est Nathalie Croiset qui vous remplace et que j'accueillerai avec bonheur. L'émission demain, c'est 9h, midi, 20h30, comme tous les jours sur Bismart. Ciao. Chaîne des audacieux.